Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 25 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme, un rétexte de l'analyse du ransomware Killing Bay, un dérivé du ransomware Killin, une fuite de données d'une base de données non protégée de l'ONU, et enfin, je reviendrai sur la vulnérabilité impactant Fortinet et le navigateur Chrome. Le 24 octobre 2024, l'équipe de recherche de Halcyon, un fournisseur de solutions anti-ransomware, a publié une analyse approfondie d'une nouvelle version du ransomware Killin, identifiée sous le nom de Killin.B. Cette variante sophistiquée présente des améliorations significatives en matière de chiffrement et d'évasion des mécanismes de défense, rendant sa détection et sa neutralisation plus complexes. Mais reprenons le contexte. Du RAS Killin, également connu sous le nom d'Agenda, est une opération de Ransomware as a Services apparue en juillet 2022, ciblant à la fois les systèmes Windows et Linux. La particularité de cette famille de ransomware réside dans l'exfiltration de données avant chiffrement, une tactique de double extorsion visant à accroître la pression sur les victimes. Les aspects clés de Killin.B sont un chiffrement avancé car Killin.B combine deux méthodes de chiffrement pour maximiser son efficacité, l'AES 256, pour les systèmes dotés de capacités AES-NI, et le SHA-20 pour les systèmes qui ne le supportent pas. En outre, les clés de chiffrement sont protégées par un chiffrement RSA 4096 avec un padding AOEP, rendant impossible le déchiffrement sans la clé privée de l'attaquant ou les valeurs 7 capturées. Alors pour rappel, la semaine dernière, on a eu beaucoup de buzz dans la presse, comme quoi des clés RSA avaient été cassées au niveau quantique, ce qui est vrai, je mets pas ça en doute. Mais bon, c'est une clé RSA de 8 bits. Là, on parle de 4096. On joue pas dans la même cour. Casser une clé de 8 bits, ouais, c'est jouable. 4096, on va mettre un peu de temps. Mais revenons à notre Killin.B. Pour éviter les mesures de sécurité, grâce à son écriture en Rust, Killin.B va tuer tous les services liés aux outils de sécurité. Il va effacer les journaux des événements Windows pour perturber les analyses forensiques et va se supprimer après exécution, laissant peu de traces dans son activité. Ces techniques vont compliquer toute tentative de reverse engineering ou d'analyse post-intrusion. On aura aussi un impact et des perturbations des systèmes de sauvegarde, car il va supprimer les copies de sauvegarde du système en effaçant les fameux fichiers, ce qu'on appelle les VSSS, empêchant ainsi les mécanismes critiques de récupération des données. Toujours pareil, cette tactique vise à limiter les options de restauration des victimes sans paiement de la rançon. Après vérification d'avoir obtenu des privilèges administratifs et de la présence ou non d'environnement virtualisé, Killin.B va charger sa configuration, va créer une mutation, ce qu'on appelle un mutex pour l'exclusivité du processus, ajouter une entrée dans le registre de Windows pour assurer sa persistance après le redémarrage. De plus, ce ransomware va cibler les lecteurs montés et les répertoires réseau tout en évitant les répertoires critiques du système tels que Windows et Program File pour maintenir la stabilité de l'autre compromis. C'est-à-dire qu'il est en train de chiffrer tous vos répertoires, mais pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à travailler, vous ne voyez rien. Une fois la cible compromise, le ransomware va générer des notes de rançon. Alors des notes de rançon, ce sont des petits fichiers qu'on appelle readme recover, le nom de votre société.txt, dans chaque répertoire qu'il a chiffré. Et ces notes vont contenir toutes les instructions pour accéder à un site Tor où les victimes peuvent obtenir des détails sur le paiement et le processus du déchiffrement. Bon, à ce moment-là, vous êtes mal. Lisez l'article. Il y a beaucoup d'IOC. C'est très technique. C'est pas une publicité pour cette société. Il nous démontre qu'il y a vraiment une menace sérieuse. C'est très très sympa à lire. VPN Mentor nous informe qu'un chercheur en cybersécurité, Jeremiah Fowler, a découvert une base de données non protégée par mot de passe contenant plus de 115 000 documents liés au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Ce fonds généré par l'ONU Femmes a pour mission de fournir un soutien financier et technique aux organisations qui luttent contre la violence basée sur le genre. Cette base de données, accessible sans restriction, contenait des informations hautement sensibles, notamment des rapports financiers, des audits, des documents du personnel, ainsi que des témoignages des victimes. Ces documents incluant des données bancaires, des adresses e-mail, des contrats, et même des passeports scannés, des cartes d'identité. Parmi les fichiers, un tableau Excel recensait 1611 organisations ONG, leurs demandes de financement auprès de l'ONU, ainsi que des informations détaillées sur leurs activités. Certains documents étaient marqués comme confidentiels, mais étaient malgré tout exposés publiquement. Cette fuite de données pourrait avoir des répercussions graves sur la vie privée et la sécurité des personnes concernées. Ce qui est vraiment grave, c'est que dans cette base de données, on est aussi sur des pays où les droits de la femme ne sont pas respectés. Par exemple, une lettre a été attribuée à une des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, faisant partie des fichiers accessibles.
Bien que la base de données a été rapidement sécurisée après le signalement, cette fuite soulève des questions importantes quant à la gestion des données pour des organisations aussi importantes que l'ONU. Le manque de protection des informations critiques pourrait être exploité par des cybercriminels, mais surtout par des États totalitaires dont le droit de la femme n'est pas une priorité. Je souhaite revenir sur 2 vulnérabilités qui ont été traitées à mon goût trop rapidement cette semaine. La première concerne les vulnérabilités sur les produits Fortinet, inscrites au catalogue des vulnérabilités exploitées activement par l'agence américaine la CISA ainsi que le CERT-FR. Ces multiples vulnérabilités dans les produits Fortinet méritent un focus. La CVE 2021-32-598, une vulnérabilité de contournement d'un comportement de sécurité. Donc l'erreur est due à une neutralisation incorrecte des séquences CRLF dans l'un des entêtes HTTP dans FortiManager et FortiAnalyzer. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant distant, authentifié, d'effectuer une attaque par division de requêtes HTTP qui donne aux attaquants le contrôle des entêtes et du corps restant de la réponse. La seconde vulnérabilité, c'est la CVE 2021-32-597. C'est une vulnérabilité de type script intercite stalker, ce qu'on appelle du stored cross-site scripting. L'erreur est due à de multiples neutralisations incorrectes des entrées lors de la génération de pages web dans l'interface utilisateur de FortiManager et FortiAnalyzer. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant distant authentifié, on est toujours authentifié sur les 2 premières, en injectant une charge utile malveillante dans les paramètres GET, d'effectuer une attaque de type Store Cross-Site Scripting, du XSS tout simplement. La troisième CVE, la 2021-32-587, c'est une vulnérabilité de divulgation d'informations. L'erreur est due à un contrôle d'accès incorrect dans l'interface graphique de FortiManager et FortiAnalyzer. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant distant toujours authentifié de récupérer la liste des utilisateurs admin d'autres managers et de leurs configurations associées. De plus, la CVE 2021-32-603, une vulnérabilité de type falsification de requêtes côté serveur, donc c'est du SSRF. L'erreur survient au niveau de l'interface graphique toujours de FortiManager et FortiAnalyzer. L'exploitation de la faille permet à un attaquant distant authentifié via des requêtes web spécialement conçues pour accéder à des fichiers des services non autorisés sur le système. La CVE 2021-26-104, alors là c'est de la pure injection de commandes dans l'OS. L'erreur survient au niveau de l'interface de ligne de commande, toujours de FortiManager, FortiAnalyzer et FortiPortal. Donc, l'exploitation de cette faille permet à un attaquant local authentifié via des paramètres de commande CLI, spécialement conçus d'exécuter des commandes shell arbitraires en tant que route. Déjà, on est toujours authentifié sur ces premières vulnérabilités. Ensuite, la CVE 2021-24006, c'est une vulnérabilité de contournement d'un composant de sécurité. L'erreur est due à un contrôle d'accès incorrect. Donc, on est toujours authentifié, on accède au panneau SD-WAN, Orchestror, et en visitant directement son URL. Simple, efficace, mais ça demande quand même d'être un peu présent sur le système au départ. Une vulnérabilité d'exécution de code arbitraire avec la CVE 2021-24018, on est toujours authentifié. On a la CVE 2019-16-151, et là ça devient intéressant. Une vulnérabilité de redirection d'URL, l'erreur est due à une neutralisation incorrecte des entrées lors de la génération de la page web. L'exploitation de la faille va permettre à un attaquant distant non authentifié de rediriger l'utilisateur vers des sites web malveillants via un entête host spécialement conçu pour exécuter du code JavaScript dans le contexte du navigateur de la victime. On est bien sur la CVE 2019-16151. Alors pour ceux qui ont vécu dans un espace-temps différent, nous sommes en 2024. Elle a 5 ans. Ça pince. On continue sur la CVE 2021, toujours sur les produits Fortinet, la 22124. Une vulnérabilité de déni de service. L'erreur est due à une consommation de ressources incontrôlée dans les modules de connexion FortiSandbox et FortiAuthenticator. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant distant non authentifié via des paramètres de requêtes longues spécialement conçus et mettre l'appareil dans un état de non-réponse conduisant à un déni de service. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode directement sur les bulletins de Fortinet. Il faut vraiment patcher, c'est pour ça que je suis revenu sur cette vulnérabilité. C'est pas mon habitude de revenir sur ce type d'infos, mais là c'est vraiment tendu. C'est-à-dire que les premières, il faut être authentifié, il y a de l'environnemental à prendre en ligne de compte. Dans le cas présent, c'est hyper simple. De multiples vulnérabilités dans Google Chrome ont été publiées cette semaine qui impactent les versions Windows, Mac et Linux du navigateur. La CVE 2024-4947, c'est une vulnérabilité de contournement d'un composant de sécurité. L'erreur est due à une confusion du type dans le composant V8. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant de contourner les restrictions de sécurité. La CVE 2024-4948 et la CVE 2024-4949, des vulnérabilités d'utilisation après libération, ce qu'on appelle le user after free, on avait déjà un peu parlé, c'est de la 0 day.
Après, l'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant de corrompre la mémoire, ce qui entraîne une exécution d'un code arbitraire. On a la CVE 2024-4950. On est toujours sur une vulnérabilité de contournement d'un composant de sécurité. La CVE 2024-30-056, une vulnérabilité de divulgation d'informations. L'erreur survient au niveau du produit Microsoft Edge ou Chromium. Tout ce qui est basé à base de Chromium, ça tombe dessus. Donc les solutions existent. Il faut mettre à jour toutes vos versions. Il faut passer sur Google Chrome à minima sur la 125.0.6422.60, voire la 61. Ça va toucher Google Chrome pour Windows, pour Mac, Google Chrome pour Linux. Ça va toucher aussi Microsoft Edge. Il faut savoir que Microsoft Edge est basé sur Chromium. Donc au minimum, c'est la version 124.0.2478.109. Ça va toucher aussi Chromium sous Debian. Si vous êtes... moi, j'utilise Debian, j'adore Debian. Et donc, mon Chromium, il faut que je le mette à jour. C'est la version 12, version 125.0.6422.60-1. Voilà, mettez à jour. Je voulais faire juste ce petit focus parce qu'on a quand même 5.0D cette semaine. C'est quand même pas mal, c'est un bon score pour un navigateur. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 25 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez voir un nouveau format au niveau des news que vous souhaitez voir abordé dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide, c'est gratuit, on est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.